Marie, je t'ai écouté dans la deuxième vidéo et j'ai apprécié le fait que tu portes un regard critique sur l'article de Pernoud. Je trouve ça tout à fait normal et je m'attends d'ailleurs à ce que, à l'occasion, les lecteurs se prononcent sur la qualité qu'ils prêtent aux articles demandés. J'ai apprécié aussi que tu articules cette critique en spécifiant qu'elle se faisait par rapport aux attentes générées par le titre. Bravo pour ton accent quand tu cites l'article de Reigelut. Pour ton information, Reigelut est un auteur absolument important au niveau de la scénarisation pédagogique, donc de l'instructional design dans le monde anglo-saxon. Et tu fournis un certain nombre d'éléments sur cet article que tu connectes à Prensky, puisqu'il en reprend les quatre macro-compétences. Euh, Tu vas voir toi-même ce que représente le mot étayage et c'est une bonne démarche de- d'apprentissage tout au long de la vie finalement. Je te signale cependant que l'étayage n'est pas le soutien nécessairement qu'on donne de manière initiale. L'étayage ou le scaffolding peut prendre place et doit prendre place dans tout le processus d'apprentissage et il s'agit finalement de voir où le prof peut donner une impulsion de façon à permettre à l'élève d'avancer dans son entraînement et sans cette intervention initiale, mais qui peut se situer partout dans le processus, eh bien, l'étudiant ne pourrait pas franchir la marche, si tu veux. Et donc, certains ont pu dire d'ailleurs que l'enseignement était l'organisation d'un étayage qui part avec des novices d'un étayage très fort et quasi constant, jusqu'à, avec des étudiants qui deviennent des professionnels, un étayage quasi absent. Quasi absent. Et donc, il faut idéalement qu'un enseignant se pose toujours la question, quelle intensité d'étayage je donne à quel moment et si on est dans une perspective de personnalisation, à quel étudiant. Alors, tu émets des avantages et des inconvénients. Il y a ce fameux diagnostic a priori qui intervient dans la personnalisation, même si je rappelle que pour moi, ce n'est qu'une des deux manières d'envisager la personnalisation. La personnalisation peut aussi se faire sans diagnostic a priori. C'est toute la réflexion sur l'écologie d'apprentissage riche. Mais simplement pour connecter les sphères, cet étayage, non, pardon, ce diagnostic a priori, tu vas retrouver une critique et une réflexion de cela au niveau des learning analytics, bien sûr, puisque les learning analytics sont peut-être la fine pointe du mouvement de la personnalisation. Et donc on retrouve cette controverse finalement sur le fait de poser un diagnostic a priori, quel poids doit-on lui faire, quelle est la part finalement de la liberté et peut-être du hasard et peut-être des impondérables et peut-être de la volonté de l'étudiant pour faire mentir finalement ce qui apparaissait joué d'avance. Voilà. Merci pour ce nouvel échange et je vois que ton réseau conceptuel sur la personnalisation grandit et c'est bien l'objectif de ce PSU 51. À bientôt.